y a un castor, il y a un castor, il y a un castor, il y a un castor de nuit. Oh, il y a un castor qui gratte. Bonjour à tous, on a vu des castors hier soir ici là, sur ce lac, sur ce joli lac. Un tout petit castor, comme Tom est revenu ce matin pour essayer de les filmer, il les a pas vus, mais il y a plein d'indices qu'il y a des castors, il y a des arbres, il y a la hutte, il y a plein de choses, donc on va essayer de vous montrer tout ça. On vous emmène avec nous, c'est parti. Première trace des castors. Là, on voit tous les copeaux de bois qu'ils ont coupés, probablement en découpant cet arbre. C'est toujours très net. Là, ils ont découpé, là, ils ont découpé. On dirait que ça a été fait à la machette. Et si vous venez par là, on voit bien qu'il y a eu tout un chantier. Ils ont découpé tous les arbres. On va se mettre à chuchoter un petit peu, puisqu'on est à côté de ce qui semble être au moins un lieu de travail des castors et peut-être une hutte. Toujours pas de castors à l'horizon. Par contre, on pense que leur maison, elle est juste en face là. C'est ce qu'on appelle une hutte. Et en fait, ça ressemble à un gros tas de bois globalement. De bois et de terre, et eux, ils vivent en dessous. Je sais pas si elle a habité celle-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une hutte à un moment donné ou une tentative de. Et par contre, on semble apercevoir ce qu'est un barrage de castors. Donc ça va être notre prochain objectif. On va aller voir le barrage. Nous voilà arrivés à notre premier objectif de la mission Castor, c'est-à-dire le barrage que vous voyez ici. Le barrage, on voit clairement qu'il est fait à base de troncs d'arbres, de bois et aussi de terre. On le voit très clairement ici. À quoi ça sert tous ces barrages? Eh bien, ça sert à maintenir l'eau en amont afin qu'elle s'écoule le plus doucement possible dans le bassin en aval. Bon ben voilà, on a fait le tour du lac, on n'a pas vu de castor. On retentera notre chance une prochaine fois. Deuxième jour au lac Queetzil à la recherche des castors. Ça fait 3 semaines qu'on est venu la première fois, 3 semaines que l'on avait vu des traces de castors, mais pas que, puisqu'on avait vu maman et ses bébés castors. Malheureusement, on n'avait pas pu les filmer à ce moment-là, mais ne vous inquiétez pas parce que aujourd'hui, on compte bien réussir à filmer ces castors. Bon ben voilà, on est en place. Juste en face de nous, il y a la maison des castors. On est à peu près au milieu du lac. Et juste sur la gauche là-bas, il y a le barrage. Et juste sur la droite là-bas, c'est là où on les a observés en train de manger. Donc je pense qu'on est stratégiquement placé. Il est à peu près 16h. Et on pense qu'ils sortent vers 18h, mais on n'en est vraiment pas sûr. Donc on est en position, on les attend. Ici, évidemment, c'est des castors du Canada que l'on filme. Il y a 2 espèces de castors dans le monde, ceux du Canada et les castors eurasiens qu'on a chez nous, en tout cas qui sont en voie de réintroduction chez nous. On vous met des articles comme d'habitude dans la description, c'est super intéressant à voir et à comprendre parce qu'en fait le castor c'est une espèce ingénieure et cette espèce-là elle va contribuer donc à designer des milieux, notamment donc des zones humides évidemment en faisant ces barrages. Et ces zones humides elles sont hyper importantes pour le bon fonctionnement de la planète, c'est des sources incroyables de production de CO2, c'est ça que tu disais ? De captation de CO2. De captation, oui pardon, plutôt. De captation de CO2. Et puis également, c'est des zones de vie pour de nombreuses espèces, des nurseries pour beaucoup d'espèces d'oiseaux, de poissons, enfin bref, ça sert à beaucoup de choses. Donc ces zones humides ici au Canada, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des tourbières, mais il peut y avoir d'autres styles de zones humides. En tout cas, du coup, elles sont indispensables et nous, on a pu remarquer effectivement que c'était un espace qui était très très sain, notamment par la présence d'amphibiens, puisque les amphibiens sont des indicateurs de sol et d'eau qui peuvent être plus ou moins pollués. Au plus vous avez d'amphibiens, au plus ça veut dire que vous êtes sur un sol top.
Et le barrage, c'est pas forcément un problème, hein. Par exemple, le saumon, lui, il a aucun souci, il cohabite avec le castor. Et quand il remonte les rivières pour aller se reproduire, eh ben, il passe au-dessus des barrages, c'est vraiment pas un problème pour lui. Donc là, vous voyez qu'on s'est positionné juste en face de la hutte. La hutte chez le castor, ça peut être deux choses. Alors, la première chose, c'est sûrement ce qu'on observe ici, c'est que le castor, il va creuser un trou à même la rive, qui va recouvrir avec tous ces tas de bois pour le protéger. Et il va accéder par l'eau à l'entrée de sa hutte pour ensuite accéder à la partie immergée à l'intérieur et être en toute sécurité. Le deuxième type de hutte, ça va être plutôt une espèce de pyramide, faite toujours évidemment avec de la terre et avec des bouts de bois, au milieu d'un étang, donc pas accessible par la terre, et c'est un peu plus dur à confectionner pour eux. Et d'ailleurs, sur la rive, il y a d'autres trous qui semblent être soit des tentatives, des endroits où potentiellement les castors ils n'ont pas réussi à creuser plus loin dans la rive pour pouvoir bâtir leur partie donc immergée, soit parce que peut-être qu'il y a moins d'eau, parce que comme il disait Tom, l'entrée elle est toujours submergée, c'est une protection incroyable, hein. Le castor du Canada, c'est un castor qui va s'étendre d'ailleurs sur toute l'Amérique du Nord, hein. On peut aussi le retrouver aux États-Unis dans des zones plus chaudes. Ici effectivement on est dans des zones un petit peu plus froides, il faut savoir que ça gèle ici. Cette partie immergée leur permet d'être à l'abri pendant l'hiver. Ils hibernent pas non plus, ils dorment un peu plus longtemps l'hiver, ils font des réserves de nourriture, mais c'est pas des animaux qui hibernent. Donc la journée, ils ont besoin de quand même pouvoir se déplacer et sortir de leur hutte. Pour vous illustrer un peu l'importance de la création de ces zones humides par les castors, qu'est-ce qu'on voit nous depuis qu'on est assis? Des grenouilles, des libellules, toutes sortes d'insectes, et puis également plein de petits oiseaux, notamment des oiseaux limicoles et des oiseaux pêcheurs, qui vont se poser sur toutes les branches qui s'en servent de perchoir, notamment pour pouvoir être à l'affût du moindre petit poisson et pour pouvoir aller pêcher. Donc rien que ça, c'est ce qu'on peut observer ici après s'être posé une petite dizaine de minutes. Donc nous, notre objectif ultime aujourd'hui, ça serait de réussir à les filmer en train de trancher du bois. Ça va être très difficile parce que un castor, notamment sur un barrage, il va travailler en solitaire, jamais en famille. C'est chacun son tour, quoi. Voilà. Chacun son tour, sauf en cas d'extrême urgence, en cas d'intempérie ou quelque chose comme ça, et qu'il faut réagir vite. Là, on peut les voir travailler à plusieurs, mais sinon, il n'y en a toujours qu'un qui travaille de son côté. Vous avez vu ici, là, on vous a montré déjà pas mal de bois et tout ça. Ça, c'est assez exceptionnel, hein. Le castor, il a en fait des incisives devant qui sont recouvertes d'un émail très orangé. Les incisives, elles grandissent tout au long de sa vie au castor et en fait il frotte ses incisives supérieures avec ses incisives inférieures et ça lui permet en fait de les limer un petit peu pour garder le côté très aiguisé qui lui permettent de faire ce genre de choses, quoi, parce que c'est du bois, hein. C'est incroyable, hein. Et ça c'est un petit, mais on en a des plus gros. Et ça c'est un petit aussi. Et ça c'est un petit aussi, c'est des arbres. Hier soir on est venu jeter un premier coup d'œil au lac. Et on est surtout venu poser la caméra. En fait, on a posé la caméra devant le chantier le plus frais qu'on ait trouvé. Donc, c'était pas un chantier d'hier. On croise les doigts, on récupérera sûrement la caméra demain. Ce sera que 2 jours et il y a très peu de chances qu'on les filme. Et si c'est le cas, ce serait vraiment magnifique. Bon, le castor, c'est un animal incroyable, hein. C'est un animal qui est parfaitement adapté à son milieu, donc un milieu aquatique. Il a d'ailleurs toute sa fourrure, hein, qui est toute imperméable, mais pas que. Il y a aussi ses yeux où il a une espèce de membrane en fait qui lui permettent du coup de voir très bien sous l'eau et d'être bien protégé et de pouvoir nager. C'est vraiment un nageur hors pair. C'est exceptionnel de le voir quand dans les lacs qui sont très clairs ici au Canada. On a la chance, si tu te mets un petit peu en hauteur, de pouvoir les voir nager. C'est très très chouette. C'est des petites sirènes en fait. D'ailleurs, on voit leur queue aussi. Leur queue est aussi un attribut exceptionnel chez le castor. C'est vrai que la queue leur sert à communiquer. On avait vu un comportement typique du castor, puisque le castor nous avait repéré, et en gros il utilise sa queue pour taper dans l'eau, et ce qui lui permet en fait d'avertir ses congénères qu'il y a un potentiel danger. En parlant de la queue du castor, tu te rappelles la pâtisserie? Ah oui,
Moi j'ai bien aimé. Beavertail, c'est ça? Beavertail. Ouais, c'est une pâtisserie, c'est un truc très connu au Canada ici, effectivement. Ouais. La queue du castor, c'est quelque chose d'iconique, hein. C'est vrai, il y a juste titre. Le bec de l'ornithorynque et la queue de castor. Ouais, quoi, c'est ça, peu, c'est ça. En même temps, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, hein, on l'a pas dit, mais c'est bon. Déjà, voilà, elle lui sert à communiquer, mais pas que. Elle lui sert de gouvernail dans l'eau, mais aussi à se redresser sur terre. Elle lui permet de garder son équilibre. Enfin, vraiment, elle sert à plein de choses, la queue de castor. Ah oui, aussi un dernier truc, on vous disait au Canada, évidemment, il fait très froid l'hiver, donc il faut faire des graisses. La queue de castor, c'est une réserve de graisse. Et on vous parlait de la communication du castor, mais la majorité de la communication se passe par des sécrétions odorantes. Oui, un castor il a la même odeur toute sa vie. Il est capable de repérer les liens de parenté entre les différents castors rien qu'à l'odeur. Ouais, bah ouais, complètement. Et ça, c'est via ces glandes odorantes qu'il peut sécréter et qu'il peut aussi laisser un petit peu tout le long pour expliquer son passing. Je ne vais pas vous rentrer en détail sur toutes les glandes possibles du castor, puisqu'il y en a des différentes entre les mâles et les femelles. Sachez qu'en fait, ça leur permet de produire cette odeur qui leur est très spécifique, qui est un petit peu leur empreinte digitale. On a de la visite. Donc on vous a pas précisé, mais bon, le castor évidemment c'est un rongeur, hein. C'est un animal qui peut être nocturne, notamment s'il se sent menacé, comme beaucoup d'animaux en réalité. En fait, à juste titre, hein, le castor, vous savez, il a été longuement chassé. Il était en mauvaise posture, alors que c'est le symbole du Canada. Il est sur beaucoup d'endroits dans le territoire, mais aussi parce que c'est peut-être un des éléments clés de l'économie du Canada en fait. D'ailleurs, les glandes de castor, elles sont beaucoup utilisées par les humains. Je pense entre autres à des parfums ou dans l'homéopathie par exemple. Il semble même que cela sert à faire des arômes naturels, notamment l'arôme de vanille. Quand vous cuisinez avec de l'arôme de vanille, vous cuisinez en réalité avec du cul de castor. On vous parlait du bois tout à l'heure, le bois qu'il coupe pour faire ses barrages ou encore pour faire sa hutte, mais en fait ça lui sert aussi à s'alimenter, notamment en hiver où il va se nourrir beaucoup d'écorce, un petit peu de bois hein, évidemment, et en été, comme c'est le cas actuellement, il se nourrit aussi beaucoup de petites plantes, donc plantes semi-aquatiques ou alors même d'herbacées. À savoir qu'en hiver, évidemment, il va se nourrir beaucoup de ses propres réserves. Hein. On disait les réserves de la queue et d'autres endroits, puisqu'il est quand même rondouillard le castor. Hein. C'est fou le contraste entre cet animal, un petit peu à la manière des manchots, je trouve, qui vont être extrêmement habiles dans l'eau et très peu en dehors de l'eau. Où ils sont un peu plus, tu vois, plus en galère, quoi. Ah, regarde, il est là. Okay. Passe-moi les cheveux. Bon, ça y est, je crois que c'est l'heure de la sortie. On a pu voir les castors sortir de la hutte, donc on a pris les informations qu'on voulait. Aucun castor n'est allé vers le barrage, ils sont retournés sur la droite, plutôt vers les plages. Ils vont aller se nourrir, certainement. Let's go, on y va, c'est parti, on va essayer de prendre des images d'un petit peu plus proche quand même. C'est parti pour une troisième journée au Quetzal Lake. Aujourd'hui, on vient pas voir les castors, on vient juste kiffer un peu, petite baignade, petite séance de sport, mais surtout, on vient récupérer la caméra. Ça fait 2 nuits qu'elle est posée là-bas au milieu de ces grands arbres. On croise les doigts pour que les castors soient venus continuer de travailler sur ces arbres. Regardez ça. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Toujours un peu le stress ce moment-là. Même si franchement on n'a pas trop d'espoir. Hein. Après on les a vus traîner quand même hein, par ici. Ils traînaient mais je suis pas sûre qu'ils soient montés quoi. Ok. Je sais pas trop. Ah, de nuit. Oh, il y a un castor, il y a un castor, il y a un castor. Il y a un castor de nuit.
Oh, il y a un castor qui gratte. Il y a un castor de nuit, incroyable. Oh là là, il y en a un, il est devant, il est devant. On a plein de vidéos. On a plein de vidéos. On a plein de vidéos, il y en a vraiment plein. On va regarder ça au camping-car, vous allez voir. Ça va être trop bien, on est trop contents, let's go. C'est encore mieux que de les filmer à la caméra, en vrai, c'est fou.